Les archéologues, en fouillant d'anciennes tombes égyptiennes, ont souvent trouvé parmi les artefacts quelque chose d'inattendu. Des pots de miel âgés de plusieurs milliers d'années. Bien moins loin, je vous invite à un voyage au cœur des ruches de notre merveilleux département et à une rencontre avec nos abeilles. Visite guidée en compagnie de Laurent et Jérémy, deux apiculteurs lozériens passionnés. On peut déterminer l'âge des œufs de ponte. Donc quand les œufs ils sont plus à la verticale, c'est qu'ils viennent d'être pondus. Et au bout en gros entre 1 et 3 jours, ils s'inclinent de plus en plus avec le développement de l'embryon qui est dans l'œuf. Et donc ils viennent se coucher petit à petit. Et là on est sur une zone pondue là entièrement. Et là on est sur une abeille naissante. On peut voir qu'elle sort les antennes déjà. Qu'elle est en train de sortir. Je vais essayer de l'aider un petit peu. Voilà. Ça c'est une abeille naissante. La filière apicole ne concerne pas moins de 20 000 personnes, dont 2 000 apiculteurs professionnels. Sur les 20 000 espèces d'abeilles répertoriées sur la planète, c'en sont près de 1000 qui résident en France. Vous faites quoi là ? On allume un lance-fumoir. Uniquement avec de la paille ? Non. Au début, et après on met de la lavande, l'odeur est meilleure et puis ça permet d'avoir une couche supplémentaire, ça refroidit la fumée un petit peu avant pour pouvoir souffler de la fumée froide sur les abeilles pour pas les brûler. Pour éviter de brûler les ailes en fait, la fumée froide. On adapte en fonction des races d'abeilles et de chaque rucher. Certaines sont plus ou moins agressives. Là, elles sont dans l'ensemble sélectionnées, donc on a des abeilles relativement douces sur la Apis mellifera, donc de la noire. Parfois croisées, mais voilà, par précaution, on préfère se protéger. J'ai découvert ça assez jeune, même à l'adolescence. J'ai eu la chance d'avoir ma première ruche par hasard. Et dès que j'ai commencé, ça m'a de suite plu. Je me suis dit pourquoi pas en avoir plusieurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé, à titre amateur, à avoir un peu moins d'une dizaine de ruches. Voilà. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à avoir une paire de ruches, puis 3, puis 4. Et puis maintenant quelques dizaines. Et puis j'ai vraiment mordu dedans. C'est quelque chose de très prenant, où il y a beaucoup de choses à connaître. Je pense que c'est même pas en 2 ans, en 10 ans ou en 20 ans, je crois qu'on connaît toute l'apiculture, pour ma part. C'est comme ça que je le vois. Voilà, mais en tout cas, j'y suis tombé dedans un peu par hasard, allez, si on va dire. Quand j'ai eu ma première ruche, je ne savais pas du tout comment fonctionnait déjà le monde des abeilles, comment s'en occuper, comment gérer. Du coup, j'ai commencé très vite à me renseigner auprès de documentaires, dans la littérature et également auprès des personnes d'expérience du coin, des apiculteurs qui font ça depuis des années, des pros, des particuliers à titre amateur. J'ai pris un peu de tout. Mais quoi qu'il en soit, ça devient une très grande passion. Elles sont sur en moyenne entre 5 et 7-8 cadres pour la plus forte, puisque j'ai resserré pour Donc là, tu as tes essais, le prix hivernal. Colonies. Non, plus loin, colonies. C'est surtout des essais. Les abeilles, on peut s'en occuper indépendamment, ça, il n'y a pas de souci. Il faut juste un peu de rigueur. Donc il y a des moments à pas rater dans l'année. Donc principalement, c'est quand l'activité reprend au printemps. Donc il faut bien veiller à ce qu'elles aient suffisamment de nourriture pour pas qu'il y ait de la famine. Il y a aussi le moment de la récolte du miel, il y a le moment de l'essaimage au mois de mai, juin en gros dans notre zone. Et enfin préparer l'hiver au mieux, donc veiller à l'infestation de varroa, à ce qu'elle soit bien nourrie et à ce qu'il y ait une bonne hygiène. Pour ma part, ce qui me branche vraiment, c'est l'élevage, la sélection, le génétique sur l'abeille. Après, tout est intéressant. De voir progresser son essaim en colonie, de passer de 5 cadres, 6 cadres, puis 10 cadres, c'est intéressant. Il y a un fabuleux travail qu'elles effectuent au sein donc, de la ruche, à l'intérieur de la ruche. Mais après, voilà, les conduire même pour produire du miel, de la gelée royale, récolte de pollen, propolis et autres. Tout est intéressant, voilà, tout. Allez, on va ouvrir les ruches. Allez. Dans les saisons propices, une abeille peut parcourir une distance pouvant aller jusqu'à 25 km afin de récolter 1/10 de gramme de miel. Rendez-vous compte.
Nos petites mailles à l'abeille, en parcourant ainsi quotidiennement nos campagnes, visitent jusqu'à 1500 fleurs d'une à l'autre. L'ouvrière vit jusqu'à 60 jours au printemps. Les faux-bourdons, les mâles, peuvent vivre jusqu'à 90 jours en saison chaude et une trentaine de jours au printemps. Quant à la reine, sa durée de vie peut aller jusqu'à plusieurs années. À la base, une reine, donc, elle naît du même œuf, on va dire, qu'une ouvrière. Donc elles ont, on va dire, le même appareil génétique. C'est juste le régime alimentaire donc dans les premiers stades de développement, donc au stade de larve, qui est différent. Une abeille, elle est nourrie principalement de miel et de pollen, on va dire. Et alors qu'une reine, elle est nourrie exclusivement de gelée royale, qui est beaucoup plus riche en protéines et en sucre que le régime alimentaire d'une ouvrière. Ce qui fait qu'elle va se développer beaucoup plus rapidement et qu'elle n'aura pas la même morphologie. Et donc là, Ça, c'est la reine, voilà. Donc on va attendre que Laurent y vienne, on va essayer de la marquer. Donc il y a un code couleur pour les marquer, donc tout simplement cette année c'est le rouge. C'est pour reconnaître les années, donc il y a 5 couleurs différentes. Voilà. Elle arrive en haut, on est d'accord? Voilà, donc là elle va je vois très bien. tenter de changer de côté. Hop. Ben voilà, ils sont tombés. Essayer de mettre plus à l'horizontale pour pas la buter. Ça c'est l'outil spécial pour Encager marquer la les reine. rennes, c'est ce qu'on appelle une cage à piston. Super. Donc ici c'est de la maille souple qui permet de la coincer. Et dessous c'est un tampon piston en fait qui est tout simplement en mousse pour pas faire mal à la reine. L'outil qu'on utilise pour les marquer c'est tout simplement un stylo à la gouache. Donc c'est de la peinture à l'eau, mais c'est inoffensif pour la reine, pour les ouvrières, il n'y a aucun problème. Voilà. Et là je la laisse aller et elle va aller toute seule dans le cadre. C'est bon, j'ai vu. Alors les reines elles se fécondent en vol. C'est-à-dire donc quand une jeune reine vierge naît, elle part faire ce qu'on appelle le vol nuptial. En général on aime dire, ce qui a été vérifié, que c'est plutôt vers la tombée de la nuit, où elles se réunissent dans une zone qui aussi régulièrement est similaire selon les colonies. Et donc plusieurs mâles viennent la féconder. Le mâle qu'on appelle le faux-bourdon meurt une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Et donc la reine qui va stocker le spermatozoïde de plusieurs mâles dans sa spermathèque pendant jusqu'à 5 ans, même peut-être plus selon les reines. Mais généralement c'est 2 ou 3 ans. En pic de saison, ça peut atteindre les très bonnes reines jusqu'à 2000 œufs jour pondus. C'est-à-dire sur une saison en pic, par chez nous, ça va être au mois de juin. Voilà. C'est là où la ruche va se développer de façon exponentielle, quoi. On peut très très vite passer on va dire, je sais pas moi, d'un essaim avec 20, 25, 30 000 abeilles à 40 000 en comptant bien sûr les cycles, puisqu'il faut 21 jours pour faire naître une ouvrière. En 2 mois, on peut avoir une ruche complètement pleine, quoi, sur 10 cadres. Donc là, on a un beau cadre de couvée. Qui a déjà été désoperculé, c'est-à-dire naissance de jeunes abeilles. Voilà. Donc bon signe pour passer l'hiver, bien sûr, il faut forcément de jeunes abeilles pour que l'essaim puisse subsister jusqu'à, on va dire, fin février, début mars, voire un petit peu plus tard, selon les années, selon météo. Et que les abeilles estivales puissent prendre le relais. Bon, là, à la caméra, on ne le voit pas, mais c'est un cadre qui est aussi bien pondu. On peut voir des larves, des œufs. Donc on est dans la vallée du Lot. C'est principalement l'abeille mellifère noire qui est ici, donc on dit Apis mellifera mellifera. Mais on peut trouver également les abeilles jaunes, donc on a l'habitude de dire l'abeille Buckfast, qui est issue d'une hybridation qui a été réalisée durant le XXe siècle. Et donc c'est une hybridation entre l'abeille noire et en gros l'abeille italienne, une abeille qui est plutôt jaune. De l'œuf à l'abeille ouvrière, il y a 4 stades de développement. Le premier débute avec la ponte d'un œuf fécondé par la reine. Le destin de l'œuf sera ensuite de devenir soit une reine à son tour, soit une ouvrière. S'il s'agit d'un œuf non fécondé, il deviendra un faux bourdon. La larve d'abeille ne comporte qu'un tube digestif et ainsi son rôle se limite à se nourrir. En effet, les abeilles nourricières leur laissent des aliments dans les alvéoles. Elle subira 5 mutations successives. Après 9 jours à ce stade, la larve est enfermée dans l'alvéole par une opercule de cire. C'est la phase d'operculation. Enfin arrivent les 2 dernières étapes, la pupe et l'imago. Les organes du thorax et de l'abdomen ainsi que les pattes et les ailes se forment à ce stade.
Puis se forment les mandibules qui permettent à l'imago de percer l'opercule de cire. Une fois adulte, il sort de l'alvéole et bat des ailes. Il sèche progressivement durant une période de 12 heures, puis l'abeille commence son travail. C'est-à-dire au printemps, quand la ruche est très populeuse et qu'elle se sent un peu à l'étroit, naturellement elles vont produire de nouvelles reines. Une abeille avec une bonne tenue au cadre, c'est-à-dire que quand on le sort, comme ici on peut faire, même sans au préalable y enfumer, on va avoir des abeilles qui continuent leur travail malgré que le cadre soit hors de la ruche. Voilà. La moitié de la colonie, avec des âges qui sont à peu près identiques, va quitter la ruche avec la vieille reine. La nouvelle reine va naître dans la ruche et donc l'ancienne reine va, avec une partie des abeilles, établir un nouveau domicile. Donc ça, c'est l'essaimage naturel. Mais on peut également faire de l'essaimage artificiel. Donc on peut le faire très facilement. C'est qu'on devance l'essaimage naturel au printemps en coupant la ruche en deux manuellement. Donc on prend 2 ruches, on laisse une moitié dans une et on prend l'autre moitié et on la met dans une nouvelle ruche. Et elles vont élever cette fois-ci les abeilles qui vont être orphelines. En fait, elles ont la capacité de détecter quand il n'y a plus de reines, de s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle le stade orphelin. Et elles vont élever naturellement une nouvelle reine. Et donc là, on a fait de l'essaimage artificiel. Et enfin, il y a une troisième façon d'élever les reines, donc c'est l'élevage de reines à proprement parler. Donc on fait en fait du greffage de jeunes larves dans une ruche qui est orpheline. Et à partir de ces jeunes larves, elles vont faire des cellules royales. Et là, on va dire dans des mini-ruches, si on peut dire, avec très peu d'abeilles, qui sont également orphelines, on va introduire ces cellules royales à un stade déterminé. Et on va faire plusieurs reines, on va dire, à la chaîne, on pourrait dire. Et qu'on peut ensuite introduire dans de nouveaux essaims. Et c'est comme ça qu'on va développer plusieurs colonies. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne tenue au cadre. Voilà. Assez calme. Et ça, c'est relativement intéressant, surtout pour travailler, voilà, dans de bonnes conditions. Et puis, je pense que l'apiculture, il faut que ce soit un plaisir et pas une corvée et prendre 50 dards dans la journée avec des abeilles très agressives. Le cycle, les abeilles à compter de avril, ce sont des abeilles d'été qu'on appelle. Donc, elles ont une longévité à peu près de 40 jours, 50 jours approximativement. Là par contre, en l'occurrence, donc, ce que l'on a filmé auparavant, c'est une vérification de la ponte, une homogénéité du couvain pour assurer par contre toute la traversée de l'hiver qui est parfois chez nous un peu longue, qui peut prendre 4-5 mois, donc où elles sortent peu, voire pas du tout, du fait des températures. Et ces abeilles-là, par contre, ont une longévité de vie 4, 5, 6 mois. Voilà, 5 mois en moyenne. J'ai l'habitude de faire quand même de l'élevage, de produire quelques essaims pour compenser les pertes éventuelles que je peux avoir au cours de l'année, au cours de l'hiver également. Mais je fais également de la production de miel. La production de miel, pour faire simple, c'est en gros ici le mois de mai, le mois de juin et un petit peu le mois de juillet quand on déborde sur les zones plus en altitude comme le Mont Lozère avec la bruyère. Et les essaims, quand est-ce que je les produis, c'est vraiment selon la force de la colonie. C'est une colonie que j'aurais sélectionnée pour des critères que j'ai identifiés qui me conviennent. Et en général, j'estime que quand il y a 6 cadres de couvain et plus de 8 cadres d'abeilles, c'est une colonie forte que je peux me permettre de faire un essaim dessus. En butinant, l'abeille assure également la pollinisation, c'est-à-dire le transport du pollen permettant la reproduction des plantes. En récoltant ces ressources alimentaires, les abeilles se couvrent de pollen mâle. Elles butinent ensuite d'autres fleurs afin d'y récolter le nectar et se frottent alors contre les parties reproductrices. Ainsi, le pollen déposé à la surface de la fleur colonise ses graines femelles. Certaines abeilles transforment une partie de leur récolte en produits dérivés, le miel, la cire ou encore la célèbre gelée royale aux vertus miraculeuses. Ces produits sont stockés dans des nids plus ou moins élaborés. De simples galeries pour des espèces solitaires, des assemblages complexes de rayons de cire pour des espèces sociales. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas affirmer à 100%, même avec des analyses, qu'un miel est 100% d'une espèce végétale donnée. Pourquoi ? Parce que les abeilles elles vont aussi aller butiner sur d'autres fleurs. Mais comment on essaie d'obtenir
avec le plus de certitude que ce soit un miel monofloral, c'est qu'on va essayer de saturer la zone avec l'espèce donnée. Par exemple, le miel de lavande, c'est des apiculteurs qui transhument leurs ruches et qui vont mettre à proximité des grands champs de lavande au moment de la floraison leurs abeilles et à proximité immédiate. Et les abeilles, elles vont chercher dans un premier temps plus la facilité et c'est pour ça qu'elles vont ramener plus facilement du nectar de lavande que d'une autre espèce. N'oublions pas que l'homme est directement ou indirectement dépendant des fleurs pour un tiers de son régime alimentaire. L'absence de nos abeilles pourrait donc avoir des conséquences économiques, sociales et écologiques. On constate dans l'hémisphère nord une baisse de la population des insectes pollinisateurs et en particulier de nos abeilles. Un des symptômes de ce phénomène est le syndrome de l'effondrement des colonies. Ici, les lanières qu'on aperçoit sont des traitements donc à effectuer tous les ans contre la varroise. Le varroa, ce fléau de l'apiculture, des apiculteurs et surtout des abeilles. Voilà. De multiples causes semblent en être à l'origine. Parasites, champignons, prédateurs, alimentation trop peu diversifiée ou de mauvaise qualité, réchauffement climatique. En tant qu'animal bio-indicateur, cette situation inquiète non seulement les apiculteurs, mais aussi de nombreux experts en raison de l'importance économique et écologique de l'abeille. Il faut savoir que 80% des denrées alimentaires que l'on consomme sont issues de plantes à fleurs qui sont pollinisées justement par les insectes. Si les abeilles venaient à disparaître, ça fait une grosse partie de notre régime alimentaire déjà qu'on peut oublier. Tout ce qui est fruits, aussi une grande partie des légumes. L'impact, il n'est pas uniquement sur le fait qu'il n'y aura plus de miel, c'est également une grande partie de la flore qui va disparaître. Voilà. Et l'enjeu, il est vraiment là en fait, de conserver les insectes, les abeilles, là on parle des abeilles, mais des insectes aussi pollinisateurs en général. Cette année, oui, même si je n'ai pas 30 ans de recul dans l'apiculture, forcément, oui, la floraison a été fortement induite de ce fait d'une fin d'hiver douce, trop douce pour la saison. Donc le démarrage végétatif a été un peu trop précoce. Par la suite, il y a eu de nouveau des gelées, du fait de l'altitude, on est quand même à 850 mètres, donc il faut en tenir compte, sur un climat semi-continental qui est la Lozère, du moins sur cette partie-là. Là, on est sur des schémas climatiques qui se ressemblent depuis en gros 3-4 dernières années. C'est-à-dire on a des hivers qui sont plutôt doux en règle générale. Donc ça, c'est plutôt bien pour les abeilles et pour nous. Mais on est sur des printemps qui commencent tôt. Donc au mois d'avril, les colonies se développent très, très vite. Et après, on est sur des périodes assez pluvieuses au mois de mai, début juin. Ce qui fait que les abeilles, elles se retrouvent en grand nombre dans les ruches avec très peu de réserves et elles ne peuvent pas sortir pour travailler parce que les conditions climatiques ne le permettent pas. Donc à cette période-là, il faut veiller à ce que les stocks de miel dans les ruches ne soient pas trop bas. Et ensuite, c'est le cas par exemple cette année, 2019, où on a enchaîné 2 épisodes caniculaires après en juin et en juillet, qui tout simplement n'ont pas permis à la flore de produire du nectar parce que c'était beaucoup trop sec. Donc les abeilles, s'il n'y a pas de nectar pour elles, il n'y a pas de miel pour l'apiculteur aussi. Ce qui en résulte de tout ça, c'est que très peu de récoltes, mais c'est pas grave. Il a fallu même nourrir, pour ma part, puisque j'ai fait beaucoup d'essaims. Donc s'il n'y a pas de nourriture à l'extérieur, il va falloir parer à ce manque-là. C'est ce qui a été fait. Mais voilà, il faut ce qu'il faut. Quand on a des abeilles, je pense que c'est comme un peu d'autres animaux domestiques. Il faut faire ce qu'il faut et voilà, je ne plains pas de la nourriture. L'apiculture est un monde fascinant qui vous fera découvrir un univers insoupçonné. Oui, ça va, ça se passe plutôt pas mal. Ma fille pour l'instant n'est pas venue avec moi, voilà, elle est encore un petit peu jeune. Peut-être plus tard, avec plaisir. Mais disons que moi ou que ce soit même mes proches ne prennent pas ça comme une corvée, mais plutôt une expérience, un moment de détente, de tranquillité, en osmose avec les abeilles. Alors si quelqu'un veut démarrer l'apiculture, dans un premier temps, je lui proposerais d'aller se tourner vers les ruchers écoles. Il y en a plusieurs en Lozère, et donc le principal c'est à la Canourgue. L'objectif c'est déjà d'avoir les bases en pratique, mais aussi les bases théoriques. Et si la passion le prend, après il apprendra un peu de façon autodidacte.
Mais il y a la littérature qui permet d'avoir un grand nombre de connaissances, on va dire déjà techniques dans un premier temps. Et après, la pratique, ça vient avec le temps. Il faut du temps, de la patience. Et au bout d'un moment, on prend des habitudes. C'est très simple, il y a des formations en ligne qui existent, qui sont très très complètes, sinon par des professionnels qui peuvent vous former, qui ont de nombreuses années d'apiculture et qui maîtrisent parfaitement la chose, et sinon tout simplement le GDSA qu'il y a dans chaque département, donc le GDSA ici 48, avec un vétérinaire et une personne également qui fait des cours, voilà, et qui sont agréés avec des formations, des bases pour certains donc vétérinaires, et voilà, où on apprend vraiment de très très bonnes choses et qui sont importantes. J'ai l'habitude de dire qu'il n'y a pas une seule façon de faire de l'apiculture, il y a une façon par apiculteur, donc le principal c'est de trouver sa méthode à soi. J'y consacre beaucoup de plaisir et de loisirs.